verrez dans les documents, vous comprendrez que sur le plan économique, le pays est dans une situation très grave. Le climat des affaires. Dans le climat des affaires, tout le monde sait qu'il y a méfiance des investisseurs. Pendant la mandature, les grands investisseurs ne viennent pas. Il faut s'interroger. Pourquoi ils ne viennent pas? Parce qu'il y a la morosité des affaires est due au niveau des corruptions très élevé. L'indice de perception de la corruption pour la RDC, nous sommes parmi les 15 pays les plus corrompus de la planète. Nous sommes parmi les 15 pays les plus corrompus de la planète. Il a d'ailleurs Transparency International qui a publié, vous aurez ça dans les documents. Quand vous observez l'indice Doing Business, le Congo est vraiment à la quai de toutes les nations. Mais pourquoi il y a méfiance dans le climat des affaires? Parce que l'État congolais n'a rien entrepris de tangible dans l'amélioration des climats des affaires et l'attractivité des investisseurs. Il n'y a rien dans l'attractivité et dans l'environnement des affaires, encore moins attirer les investissements. Ce manque d'attractivité des investissements et des manques d'amélioration des climats des affaires est dû également à notre administration. Parce que l'administration congolaise, pour faire confiance, que les investisseurs fassent confiance à un pays, on étudie son administration. L'administration doit être efficace, efficiente, transparente et responsable. Notre administration n'a pas bénéficié de cela. Ce qui fait que quand les investisseurs observent ça. Mais il y a également d'autres facteurs. L'intrusion de la politique et dans la justice. Il se pose un problème de la sécurité judiciaire et sécurité de la justice. C'est parmi les indices qui montrent la méfiance, bien entendu, des grands investisseurs pour qu'ils viennent, bien entendu, dans notre pays. Et n'oubliez pas la rétrocommission, l'exigence de la rétrocommission, la corruption aggravée. Vous comprenez par là que la mauvaise gouvernance est aussi un élément qui crée la méfiance, bien entendu, aux investisseurs de pays. C'est ça qui justifie notamment la morosité que vous observez auprès du document des affaires. J'ai cité, parce que je ne vais pas tout citer, parce que je donne l'économie, ce sont les indices, des indicateurs, ceux qui vont lire les questions de précision, je suis à votre disposition. Après le climat des affaires, je parle de l'éducation. Je parle d'éducation, mais nos enfants, qui vont continuer avec les grands Congo après nous. Parce qu'une question est posée. Qu'est-ce que nous faisons de notre chance? Qu'est-ce qu'ils vont devenir demain? Est-ce que nous préparons notre jeunesse à devenir l'imbécile de demain? Est-ce que nous prenons en compte le besoin de notre jeunesse? Le problème que pose l'éducation. C'est le problème de l'accès. Qui accède à l'éducation? L'accès à l'éducation. C'est le problème de la qualité de l'éducation. C'est le problème des contenus du programme de l'éducation. C'est le problème du matériel didactique et des infrastructures qui reçoivent nos enfants. Malheureusement, l'État congolais, l'actuelle gouvernance, a programmé la gratuité de l'éducation, mais vous avez vu que les infrastructures ne sont pas construites. Les salles de classe sont les mêmes. Une salle de classe avec une capacité de 20 étudiants, 20 à 30 élèves, reçoit 80 enfants. Avec des enseignants mal payés, sous-payés, impayés, démotivés, vous aurez quelle qualité de l'éducation des enfants?
il ne faudrait pas inscrire dans la rhétorique propagandiste, c'est une question de vie ou de mort. C'est l'avenir de notre pays, c'est l'avenir de notre jeunesse. Ce n'est pas seulement la question des caractères pléthoriques dans les salles de classe. Là, j'ai relevé en fait les caractères pléthoriques dans les salles de classe. Ce n'est pas ça seulement le seul problème. Je relevais les enseignants qui sont démotivés parce qu'ils sont mal payés, sous-payés et impayés. Mais également comment on traite les nouvelles unités. Les enseignants de nouvelles unités qui enseignent, qui attendent de leur mécanisation, les gens qu'on donne qu'on mécanise, ce sont d'autres personnes que ceux qui travaillent réellement. C'est ça. On continue. Vous avez vu qu'on a retraité quelques enseignants. Voilà. Vous avez vu qu'on a retraité quelques enseignants. Mais comment nous avons un même gouvernement, un seul pouvoir, les mêmes ministères, mais les enseignants ont 1500 à 2500 qu'on leur donne pour leur retraite, mais dans d'autres ministères c'est 5 000, 10 000, 15 000, 20 000. C'est comment ça se passe? Donc la mauvaise gestion de ces dossiers de retraite, de nouvelles unités, c'est parmi les éléments qui ont contribué à l'échec de la gratuité de l'éducation. C'est question de vie et nous devons le dire parce que c'est notre destin que devons prendre la main. Nous allons nous effacer et nos enfants vont continuer avec le pays. Nous avons l'obligation morale, politique et historique de garantir une éducation de qualité à nos enfants. Il ne faut pas inscrire la question de l'éducation de nos enfants dans une rhétorique électoraliste et politique. C'est un problème réel qu'il faut comprendre. Et là, je vous ai parlé de matériel didactique, les salles de classe qui n'ont pas été construites. Quel est le rendement d'un enseignant ou d'un enfant qui est dans une salle de 25 à 30 élèves? Ils sont 80. Mes chers amis de la presse, je dois vous dire la vérité que le but de l'école primaire et secondaire, le but de l'école primaire, ce que l'enfant doit connaître, doit savoir comment écrire, comment lire en langue nationale et en langue officielle, comment calculer, de sorte que même s'il ne terminait pas les études, moi, mais à ce jour, la gratuité de l'éducation n'a pas répondu à ces problèmes. Un autre élément qui a contribué à l'échec de la gratuité de l'éducation. La première année, la gratuité de l'éducation est arrivée jusqu'au secondaire. Les parents se sont préparés pour ça. Mais la deuxième année, on a ramené la gratuité de l'éducation uniquement jusqu'en 6e, en excluant 7e et 8e. Alors que la loi cadre sur l'éducation a réformé en ajoutant, bien entendu, 7e et 8e, c'est-à-dire le deuxième secondaire dans la cette version. Considérant tout cela comme l'enseignement de base, de sorte qu'un enfant, s'il ne va pas continuer, qu'il aille un métier, il connaît ses métiers. Mais dans la deuxième année de la gratuité de l'éducation, on a ramené uniquement à l'école primaire, en ne respectant pas la loi cadre sur l'éducation, alors que cette loi a été déclarée conforme à la Constitution. Voilà autant d'éléments qui ont fait qu'à ce jour, la gratuité de l'éducation est un échec. La désactivation des écoles. Il est vrai que la personne qui parle de cela, c'est vrai, la désactivation des écoles a créé un nouveau problème parce qu'il y a des écoles qu'on va désactiver, notamment on a désactivé les enseignants des écoles. Désactiver, ça veut dire ne plus le payer alors qu'ils sont en règle avec l'État et qu'on les payait pendant un moment. Et à un moment donné, on les a réactivés, mais 5 à 8 mois, ils n'ont pas été payés jusqu'à ce jour. Ces enseignants ne sont pas encore payés. Donc, j'ai profité de cette vidéo pour exiger à l'État de payer ces enseignants dont on a désactivé, on les a réactivés, mais la dette de paiement de l'État, on les paye. Merci beaucoup de m'avoir rappelé. Ça, c'est un élément sur la gratuité de l'éducation. Je viens au fameux dossier, bien entendu,
des infrastructures. Je vous ai dit dans mon introduction que les infrastructures prennent 60 à 70% dans le budget d'investissement. Ça veut dire les budgets d'investissement pour tous les autres secteurs ne prennent que 40 à 30%. C'est comme ça que le législateur avait, bien entendu, prévu un arsenal juridique pour éviter que l'argent de l'État ne soit détourné. C'est pour ça que vous savez, on a voté une loi sur l'autorité de régulation des marchés publics. On a voté une loi sur la passation de marché. Comment faire passer un marché public. Comment exécuter un marché public. Quelles sont les conditions. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je prends dans le domaine des infrastructures. Prenons par les ports à l'eau profonde de Banane. Tous les Congolais ont la fierté, ont la volonté, ont l'ambition de nous voir détenir ou être propriétaires d'un grand port. Parce que tous les bateaux qui viennent avec nos conteneurs, les marchandises, les grands bateaux viennent de partout, de la Chine, de l'Europe. Mais ce bateau arrive à Pointe-Noire, et de Pointe-Noire, on prend des bateaux moyens qui vivent à côté, à Boma ou à Matadi. C'est qui vont de poules. Et la volonté des Congolais, c'est de devoir par complètement à nos profondes. Pas avoir une ouverture jusqu'à l'océan. Mais les ports à nos profondes, donc vous avez vu, le président de la République a posé la première pierre, était un projet, s'il faut dire en réalité, qui a bafoué le droit et la science. C'est un projet techniquement et scientifiquement réfutable. Vous allez voir ceci. L'enveloppe globale de ces projets-là, c'est 1,3 milliard. C'est un contrat de concession. Suivez-moi, c'est très technique. C'est un contrat de concession, un projet de concession entre l'État congolais qui a 30% et la société Dubai World qui a 70%. La société Dubai World a 70%. Dans les 70% de cette société de Dubaï, ils ont pris un engagement pour 50 ans. Je vous parle parce que je ne sais pas si quelqu'un de nous sera vivant à 50 ans. C'est un contrat de concession de 50 ans d'années qui peut même renouveler. Et dans ce contrat de 50 ans, on n'a pas expliqué aux Congolais pour que les gens tirent les conséquences. On n'a pas associé la population locale qui vit. Qu'on va me déplacer. Mais qu'est-ce qui est mal dans ces contrats? Lorsqu'on a donné ces contrats, a été donné en violation de la loi, les contrats ont été donnés, les marchés ont été donnés de gré à gré. Dans la loi congolaise, on ne peut pas donner un contrat de tel montant d'argent de gré à gré. C'est la violation de la loi. D'ailleurs, à l'époque de l'ancien régime, il y a la ministre Mumba de Portefeuille qui avait refusé de signer, bien que le ministre des Transports avait signé. Parce que le contrat, c'était un contrat léonais, qui bradait les intérêts du Congo, qui bradait le budget du Congo. Je vous ai dit que dans les considérations économiques, on a démontré que le taux de pauvreté est très élevé, le taux de chômage est très élevé, le taux des inégalités est très élevé. Donc il faut tout faire pour concevoir, avoir une créativité, une innovation, pour trouver les moyens à rafler les caisses de l'État, pour combattre le chômage, la pauvreté et les inégalités au pays. Donc chaque source d'argent, les Congolais doivent être jaloux pour voir est-ce que l'argent de l'État, l'argent rentre dans la caisse de l'État. Donc je viens de vous dire que l'État congolais aura 30% et cette société-là de Dubaï aura 70%. Mais ce qui est scandaleux, pas seulement qu'en violation de la loi sur la passation des marchés, parce qu'il fallait préalablement faire ce qu'on appelle l'appel d'offres international, c'est-à-dire la mise en concurrence
pour que l'État puisse choisir quel est l'opérateur ou les soumissionnaires où l'État va se retrouver. Il n'y a pas eu de mise en concurrence, il n'y a pas eu d'appel d'offres international. C'est comme client, les amis et amis, on se donne des marchés à violation de la loi. Ça, c'est le premier élément, le cadre légal n'a pas été respecté pour que cette entreprise de Dubaï bénéficie de la construction des ports à eau profonde des ballons. Deuxième élément, dans les contrats, vous trouverez que dans les contrats, il y a les indices ou les références des rémunérations des agents publics de l'État. La loi sur la prestation du marché n'autorise pas cela. Ça, c'est deuxième irrégularité. Troisième irrégularité, les 30% de l'État congolais sera accordé à une société à créer. La société n'existe pas encore. Vous pouvez imaginer un peu ça? On ne sait même pas qui seront les propriétaires, les actionnaires de cette société-là. Donc, vous allez comprendre qu'il y a les soupçons de corruption parce que c'est très opaque. En conclusion donc, dans la situation du port à nous pauvres de Banana, la recherche que nous avons menée commande à ce que les peuples congolais exigent de mettre un terme à ces contrats pour revenir dans la procédure légale. Donc ça doit être arrêté. C'est une opération opaque de corruption et de détournement d'argent. Voilà. Voilà. Et qu'un débat soit engagé dans notre société pour qu'on comprenne quel est l'intérêt, qui doit construire. Donc, les ports en eau profonde des bananes posent trois problèmes. Qui va construire? Pour construire, il faut respecter la procédure légale. Qui va gérer et qui va exploiter? Donc, les premiers posants en termes de la construction, de l'exploitation et de la gestion. Et dans les études pendant les négociations, les plus grands spécialistes du Congo ont été exclus. Je cite, l'ex-Onatra n'a pas été associé, l'OEBK n'a pas été associé. C'est comme quand on a négocié le projet de Inga 3, on a exclu la SNEL. On a exclu la SNEL qui est la plus grande experte en matière d'électricité. Donc, pourquoi, quel est l'intérêt d'exclure le plus grand expert en la matière? Vous comprenez par là que c'était un contrat léonais pour enrichir le privé, mais ce n'est pas un projet d'espoir, comme nos frères du Bas-Congo pensent que le port à eau profonde, c'est une réponse aux exigences de la population. C'est contre la population du Bas-Congo, c'est contre la population congolaise. Ce n'est pas un port pour l'intérêt du Congo, c'est pas pour ça privé. Les règles des bradages ont été données. Il faut que les peuples congolais bloquent ce projet et demandent à ce qu'on revienne dans la procédure légale parce que c'est illégal. Le projet de 100 jours. Le projet de 100 jours pose un problème sérieux de conscience qu'il faut apaiser les esprits. Le problème n'est pas tout simplement de 57 millions dont on a vu les procès et que tout le monde a été acquitté, sauf une seule personne qui est condamnée à mort, c'est le juge Yannick. Voilà. Qui a laissé sa femme et ses enfants. Parce que personne n'a fait quelque chose. Tout le monde est acquitté. Il n'y a aucun responsable. Mais on nous a présenté que l'argent est sorti. Vous savez c'est quoi le projet de 100 jours? D'abord, le projet de 100 jours est évalué à 427 millions de dollars. Presque 500 millions de dollars, l'équivalent de l'argent qu'on aurait des élections. C'est 497 millions de dollars. Le président de la République a confirmé lui-même, Nicolas Kazadi a confirmé au Parlement, Nicolas Kazadi, le coordonnateur, a confirmé. Donc, c'est 497 millions de dollars. Et sur les 497 millions de dollars, en septembre 2019, l'État avait décaissé déjà 216 millions de dollars. Parce que les gens regardent seulement les 57 millions. Mais 216 millions de dollars avaient été décaissés en septembre 2019. Et le Congolais a besoin de savoir qu'est-ce que est devenu les 497 millions de dollars. Personne n'a présenté les rapports des synthèses publiques. Personne n'a présenté les infrastructures faites. On ne nous dit rien sur les 497 millions de dollars. Alors que le peuple congolais est en difficulté. La population est pauvre. Il est dans le chômage, ainsi de suite. Donc, pour le procès de 100 jours, qu'est-ce que nous exigeons? Parce qu'il se pose un problème de conscience.
d'apaiser les esprits et les différentes consciences. Il faudrait, 1. que l'autorité de régulation des marchés publics, ARMP, puisse bénéficier des moyens du gouvernement, donc le gouvernement donne des moyens, de sorte que la ARMP procède au recrutement d'un cabinet d'audit international pour auditer les projets de 100 jours pour savoir les 427 millions de dollars ont fait quoi et son coût. Et ce résultat de cet audit va permettre à ce qu'on sache s'il y a eu détournement, s'il y a eu corruption, s'il y a eu violation des passations du marché qui ont été données de gré à gré. À ce moment-là, on doit avoir de responsables et on va ouvrir un procès de 100 jours. Donc, le procès de 100 jours n'est pas fini. Les Congolais doivent régler. Le projet de 100 jours, l'affaire de 100 jours n'est pas terminée. Ce 497 millions de dollars, ça doit être justifié. L'importance d'un cabinet d'audit international, c'est parce qu'ils sont recrutés par appel d'offres internationales, ils sont dans la bourse, ils ne vont pas venir accepter la corruption pour dire des mensonges. Alors, si le gouvernement congolais ne veut pas donner des moyens, alors le gouvernement peut recourir, bien entendu, aux partenaires techniques et financiers, tels que la Banque mondiale, pour donner l'argent à la ARMP, pour permettre à ce que les Congolais apprennent qu'est-ce qui a été fait avec les 427 millions de dollars. Donc, pour le peuple congolais, l'affaire des projets de 100 jours n'est pas finie. On doit savoir, notre argent est parti où, on a fait quoi. C'est vrai, compter à zéro. Donc on bandit dans nous, on n'a pas encore commencé à faire à la fin de 100 jours. On n'a pas encore commencé. Je parlais du fameux projet des 145 territoires. Le projet des 145 territoires, c'est un projet en fait qui a bafoué également le droit et la science. C'est-à-dire, c'est un projet politiquement irréaliste, scientifiquement et techniquement réfutable et juridiquement illégal. Tenez mes amis, je dis ceci, le projet de 145 territoires est politiquement irréaliste, techniquement et scientifiquement réfutable et juridiquement illégal. Tenez mes amis, tenez. Le projet de 147 territoires, en réalité, c'est le nouveau nom des programmes de 5 chantiers, c'est le nouveau nom de la révolution de la modernité. Donc, en fait, les projets le projet des 145 territoires, en réalité, c'est de la rhétorique électoraliste et propagandiste. C'est-à-dire, c'est le nouveau nom des programmes de 5 chantiers, c'est le nouveau nom de la révolution de la modernité. Voilà, je vais vous le démontrer. Je vais vous le démontrer.
je suis très sérieux et je suis prêt moi-même, suivez-moi, que ce soit moi-même ou les partis, nous sommes prêts à engager un débat contradictoire avec n'importe qui sur chaque projet que nous avons critiqué. C'est scientifique et technique. Même aujourd'hui, je suis prêt. Alors, pourquoi c'est illégal? Je vous ai dit qu'il y a eu... D'abord, c'est quoi les projets des 145 territoires? Le projet des 145 territoires, c'est un projet évalué à 1,660 milliard de dollars. Sur les 1,660 millions de dollars, normalement à 3 échelonnés avec 3 exercices. Premier exercice, c'est en 2021, 300 millions de dollars. 2022 aujourd'hui, 700 millions de dollars. Il est 660 millions de dollars l'année 2023. 3 exercices. C'est quoi les programmes de 145 territoires? C'est des projets pour les routes, des dessertes agricoles uniquement, pour la construction des écoles, pour la construction des hôpitaux, la construction des équipements dans l'administration territoriale, tels que les bureaux des acteurs du territoire, et je m'en passe. L'enveloppe globale, c'est 1,3 milliard. Alors, parce qu'il est question des projets, qui seront les agents d'exécution de ces projets-là? C'est la première anomalie. Ils vont recruter l'État congolais. La gouvernance actuelle va recruter le PNUD, une agence des Nations Unies, qui n'a aucune compétence dans la loi sur la passation du marché, sur l'exercice du marché, sur le contrôle du marché. Ils vont recruter le PNUD, qui n'a aucune compétence légale d'intervenir. Ils vont recruter des agences du ministère de